9 heures sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire ce soir. 5e nuit d'affilée de violence en France, la tension monte d'un cran un peu partout dans ce pays depuis l'annonce de la mort de l'adolescent Naël, tué par un tir d'un policier. Pillage, saccage et départ de feu, de violents heurts ont émaillé la nuit d'hier. Le professeur de droit et politologue Moustapha Srimi décortiquera pour nous cette actualité brûlante. Football, le Maroc au dernier carré de la CAN U23. Les Lionceaux de l'Atlas joueront mardi le Mali pour cette dernière ligne droite avant la grande finale. Autre nation africaine hissée au dernier carré de cette compétition continentale, l'Égypte, vainqueur du Gabon, disputera la seconde demi-finale contre la Guinée. Vous l'avez sans doute senti, la canicule persiste sur la majeure partie du territoire national. Pour respirer un air plus frais, ils sont nombreux à mettre le cap sur les bords de mer, piscines et autres points d'eau plongés dans la grande piscine de Rabat. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le rappel de l'activité royale de la semaine. Jeudi, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a accompli la prière de l'Eid al-Adha béni à la mosquée Hassan II à Tétouan. Amir al-Mouminin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail. تعظيما لقدرها قال تعالى والفجر وليال عشر ونوه رسوله صلى الله عليه وسلم قياما بحق الله وجعلته انموذجا يحتذى به اقليميا ودوليا. اللهم لا يصلون عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Par la suite, Amir al-Mouminin a procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Au palais royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a reçu notamment les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Sa Majesté le roi a également reçu les vœux de plusieurs autres hautes personnalités civiles et militaires. Direction la France, actualité oblige, l'émotion et la colère ne faiblissent pas dans ce pays en réaction à la mort du jeune Naël au volant d'un véhicule. Le jeune de 17 ans a été tué par un tir d'un policier à Nanterre. La rue française semble avoir du mal à contenir sa fureur suite à cette bavure policière.
Des épisodes de violence et de dégradation ont été signalés pour la 5e nuit consécutive aux 4 coins de l'Hexagone. Bilan, bâtiments dégradés, des centaines d'interpellations dans tout le pays. Retour sur les traces d'une nuit aussi violente que ses précédentes avec Bobkar Benrabrit. 5e nuit de colère et de violence partout en France au lendemain de la mort à Nanterre du jeune Naël par un tir d'un policier. Plus de 700 personnes ont été interpellées hier soir. Les violences ont touché tout particulièrement la ville de Marseille, où les forces de l'ordre ont été soutenues par le RAID et le GIGN. À Paris et sa proche banlieue, principal point de départ des émeutes urbaines, 162 personnes ont été arrêtées. Au cours de cette 5e nuit de violence urbaine, des émeutiers ont défoncé le portail du domicile de Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses, dans la périphérie sud de Paris, à l'aide d'une voiture préalablement incendiée. Des affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre ont également secoué Brest, Saint-Étienne, Nice et Lyon. Redoutant un embrasement à l'image des émeutes urbaines qui ont secoué les banlieues en 2005, le gouvernement français a mobilisé plus de 45 000 gendarmes et policiers. La mort brutale du jeune Naël a suscité une vague d'indignation, surtout auprès de la population. C'est un mineur, c'est pour ça qu'il y aura plus de mineurs qui vont rentrer dans le mouvement. Mais on soutient le mouvement parce que ce qui se fait, c'est injuste. Il y a tous les jours des bavures policières. Carrément, les policiers, mon petit frère, n'importe quoi dans la rue, parce qu'il a refusé de tempérer. C'est-à-dire là, on n'est pas en sécurité. On doit être en sécurité avec la police, on a peur d'eux. C'est pas normal. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont appelé leurs ressortissants en France ou ceux souhaitant s'y rendre à la vigilance, mais aussi à éviter les rassemblements de masse. Suite à cette situation chaotique, plusieurs événements festifs et culturels ont été annulés dans de nombreuses villes de l'Hexagone. La mort brutale du jeune Naël, tué mardi dernier par un policier en France, a soulevé une vague d'indignation chez la communauté internationale. La porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit notamment préoccupée par le meurtre d'un jeune de 17 ans d'origine nord-africaine par la police en France. Le représentant onusien a déclaré que la France devait s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination au sein des forces de l'ordre. Le New York Times a à son tour épinglé la violence policière en France qui enflamme la colère dans les banlieues. Le grand tirage américain met en avant une tragédie qui a ravivé un débat de longue date sur l'utilisation de la force meurtrière par les services de sécurité du pays. C'est la France de 2023, un pays qui vit une anomalie. 1 millier de personnes interpellées chaque nuit, des dizaines de policiers et de gendarmes blessés. Peut-on lire sur le quotidien espagnol El País. Pour un décryptage des événements en France, mais également d'autres faits marquants de l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les dimanches, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous venons de le voir, la France est en feu au lendemain de la mort de Naël, 17 ans, un jeune tué par un tir d'un policier à Nanterre après avoir refusé d'obtempérer. C'est la bavure de trop de la police française ? C'est une tragédie, évidemment, que la France traverse avec un impact international que vous avez relevé. Ça n'est pas un refus d'obtempérer. Pourquoi ? Parce que son camarade qui était avec lui, qui s'était enfui, finalement a été localisé et il a fait un certain nombre de déclarations intéressantes. Il a dit que lui-même et son camarade, donc Naël, qui a été tué, ont reçu des coups de crosse, pour commencer. Un premier coup de crosse, un deuxième, etc. Et c'est sur cette base-là que Naël, la victime, a lâché pied de l'accélérateur, que la voiture est sortie. Donc ce n'est pas un refus d'obtempérer. Tout ça, évidemment, la justice va l'établir, mais c'est un témoignage décisif sur le fait que la qualification de refus d'obtempérer n'est peut-être pas si évidente que cela. Il y a là une crise des valeurs, une crise de la société, une crise de la gouvernance des politiques publiques en France, pour ce qui est de la sécurité. Pourquoi ? Il faut relever à ce sujet qu'il y a un texte
Il y a un texte, un décret d'ailleurs de février 2017 qui est venu réglementer les conditions dans lesquelles un policier peut utiliser son arme dans l'éventualité d'une légitime défense face à un refus d'obtempérer s'il y a danger. En l'espèce, ça n'avait pas de danger, donc ce texte-là est à revoir. Donc nous en sommes là, et c'est un grand échec, et c'est une grande tragédie pour tout le monde, évidemment. Et nous assistons surtout à des scènes de chaos partout dans l'Hexagone. Le pays a vécu hier encore une 5e nuit d'émeutes marquée par quelques 700 interpellations. Vers où se dirige ce pays d'Europe? Est-il en train de vivre un vrai malaise social? Il y a deux niveaux qu'il faut retenir dans cette affaire. Premier niveau, évidemment, un grand choc émotionnel. L'émotion est totale et elle est légitime. Ce qui est observé, c'est le basculement de cet état émotionnel vers la délinquance. Vers la délinquance, ce qui est une délinquance particulière. Vous savez que le profil moyen des manifestants, c'est 17 ans. C'est le ministère français de l'Intérieur qui c'est 17 ans. Et ce sont des jeunes. Et ce sont des jeunes, donc ce ne sont pas les groupuscules gauchistes habituels qu'il y a dans les manifestations, ce sont des jeunes qui se sont déversés donc, dans les rues d'un certain nombre de villes. Paris évidemment, mais les villes de Marseille, Lyon et d'autres villes moyennes, etc. Et ils se sont attaqués à quoi? Ils se sont attaqués à des symboles d'autorité. En l'occurrence, les mairies, des maires, des élus, etc., les commissariats de police, etc. C'est-à-dire qu'ils se sentent réprimés par un système régalien qui, à leurs yeux, est injuste et discriminant, comme vous l'avez dit. Il y a aussi le fait qu'il y a là la conséquence d'une politique d'exclusion sociale. C'est quand même énorme que ces jeunes-là s'attaquent à ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire des écoles, des lycées, des médiathèques, des centres sportifs, etc. Il y a là donc quelque chose qui est en train de se passer, qui est fondamental et qui va laisser des traces dans la société française. C'est une société qui ne fabrique plus l'inclusion, mais qui génère de l'exclusion. Et cette exclusion, elle n'est plus acceptée par un certain nombre de minorités notamment de minorités sociales, ethniques et autres, etc. Et tout ça doit être pris à bras-le-corps par ce gouvernement. Je note au passage que ce gouvernement a fait montre d'hésitation, au moins les 2 premiers jours, sur la manière d'appréhender cette crise-là. Maintenant, il y a un dispositif opérationnel qui a été mis sur pied avec la BRI, le RAID, des blindés de la gendarmerie, etc. Mais nul doute que ça va laisser des traces majeures dans la perception de la société française. Autre fait marquant de l'actualité cette semaine, le professeur, la condamnation par le Maroc par la voie d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'autodafé du Saint-Coran lors d'une manifestation devant une mosquée à Stockholm en Suède et la convocation par le Maroc de son ambassadeur à Stockholm sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin. C'est un acte de provocation à l'adresse des musulmans en cette période sacrée de grand pèlerinage et aussi de l'Aïd al-Adha. C'est une provocation, une offense majeure à une communauté. Vous savez combien il y a de musulmans dans le monde? Il y a 1,6 milliard, chiffre de 2022. C'est-à-dire qu'il y a 1,6 milliard de musulmans qui ont été choqués, agressés par le fait qu'un Coran soit brûlé avec, dans le cadre d'une manifestation autorisée par le gouvernement suédois. Problème avec ce gouvernement suédois, il est déjà coutumier du fait, parce qu'en janvier dernier, il y avait déjà eu un Coran qui avait été brûlé devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. C'est un gouvernement d'extrême droite qui a été constitué en octobre 2022, qui est dirigé par Ulf Kristersson, avec 3 partis de la droite modérée, mais un 4e parti qui a été rajouté, donc un parti qui est un parti d'extrême droite et qui tient un discours évidemment anti-immigration, anti-criminalité, anti-ceci, anti-cela. Tout ça doit être réglé par la Suède, parce qu'il n'est pas question que les communautés musulmanes dans le monde acceptent de tels actes de provocation, et tout ça devait être dit. Le Maroc a réagi
Et il a réagi de la manière la plus ferme qui soit par rapport aux dizaines de pays musulmans. Il n'a pas dénoncé, il n'a pas critiqué, il a pris des actes. L'acte, c'est le rappel de notre ambassadeur à Stockholm pour consultation et en même temps la convocation le jour même du chargé d'affaires de Suède à Rabat par notre ministre des Affaires étrangères à Saint-Brieuc, qui lui a fait part de l'offense, de l'irresponsabilité de telles mesures. Tout ça devait être dit. Donc, sur ce plan-là, le Maroc assume vigoureusement la défense d'un certain nombre de principes relatifs à notre religion. Parlons économie à présent, professeur. Ce rapport du département d'État américain qui souligne que le Maroc fait partie des pays qui répondent aux exigences de transparence fiscale. Quel est l'impact de ce constat sur le marché économique marocain ainsi que sur la durabilité économique ? C'est un rapport intéressant du département d'État parce que c'est la première fois qu'il distingue entre l'ensemble des pays, les 141 pays qui sont retenus, et les pays émergents. Pourquoi je vais dire ça? Je vais m'en expliquer. Sur les 141 pays retenus dans ce rapport, il y en a 71 qui globalement satisfont donc au principe de transparence fiscale et 69 autres qui sont loin du compte, si je puis dire. Le Maroc, sur ce plan-là, donc, est salué pour sa politique de transparence fiscale. J'ajoute que des mesures ont été prises dans ce sens. Vous savez, c'est un classement qu'on n'a pas eu facilement. Il a fallu des réformes. Il y a la charte d'investissement. Il y a toutes les mesures prises pour la transparence fiscale. Je vous rappelle qu'en mars dernier, il y avait une grande réunion à Rabat tenue avec le chef du gouvernement et le ministre chargé de l'investissement, Machine Jazouli, qui a défini à cette occasion-là 4 piliers de réforme et de transparence. Ces 4 piliers, c'est d'abord des conditions structurelles, l'acte d'investir, qui doit être encouragé, ensuite couplé à la digitalisation. Deuxième pilier, l'amélioration de la compétitivité de l'appareil de production avec la mobilisation de ressources de financement. Troisième pilier, un environnement d'affaires évidemment favorable à l'investissement et la priorité à donner à cet égard à la recherche-développement. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'éthique. C'est l'éthique, la prévention et la lutte contre la corruption. Sur ce plan-là, une feuille de route a été définie par le gouvernement pour les années 2023-2026 et le Maroc est bien classé. Je vous rappelle qu'il y a encore un dernier document qui est sorti qui classe le Maroc dans la liste des 20 pays où il y a les meilleures conditions d'investissement. Et sur ce plan-là, par rapport aux pays émergents, nous sommes bien placés. Nous sommes juste après la Turquie, c'est quand même intéressant à relever. Monsieur Moustapha Salmi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Nous enchaînons avec cette distinction. Le président de l'État d'Israël, M. Isaac Herzog, a octroyé ce dimanche la médaille d'honneur présidentielle au conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay. Connu pour son engagement historique pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, et pour une solution à 2 États pour lesquels les mots de souveraineté, de dignité et de justice se conjugueraient de la même façon et avec les mêmes exigences pour les 2 peuples. Ce défi d'une vie pour M. André Azoulay a toujours été enraciné et déterminé par sa marocanité et sa façon de vivre, son histoire, son identité, et les différentes responsabilités qui ont été les siennes tout au long de son existence. L'actualité internationale, c'est aussi la poursuite des affrontements en Ukraine. À Bakhmout, la résistance de l'armée ukrainienne se fait de plus en plus intense. Après bientôt un mois de contre-offensive, l'armée ukrainienne continue de progresser lentement dans cet épicentre des combats dans le Donbass, tandis que les Russes gardent pour le moment le contrôle de l'intérieur de la ville qu'elle a conquise en mai. L'Ukraine revendique la reprise d'une dizaine de localités depuis le début de sa contre-offensive depuis juin, mais fait face aux défenses russes.
Outre-Atlantique, le Canada secoué par une puissante tornade. Le centre de l'Alberta est frappé par ce phénomène extrême. Un nuage géant de 2 km de largeur a touché terre avant de balayer hier le comté de Mountain View en pleine fête nationale du Canada. 14 résidences ont été endommagées. Aucun décès n'est à signaler. Heureusement, les lionceaux de l'Atlas profiteront de conditions climatiques très clémentes en soirée, car plus tôt dans la journée, le mercure aura tendance à grimper cette semaine. À en croire un bulletin d'alerte de la Direction générale de la météorologie, une vague de chaleur traversera du lundi au jeudi plusieurs de nos provinces. Prévoyez dès demain jusqu'à 46 degrés si vous êtes près de Tata, Zagora et Rachidia, à Sazag, l'est des provinces de Smara et Ausert. En ces temps caniculaires, les points d'eau font l'attrait de la capitale Rabat. La grande piscine de Rabat rouvre ses portes aux estivants avec ses 4 bassins et son tarif d'accès très abordable. La piscine longeant la route côtière fait visiblement le bonheur des jeunes Albatis, mais également de leurs parents. Dominique Orlando. C'est l'affluence des grands jours à la piscine de Rabat qui est suffisamment grande pour accueillir jusqu'à 8000 vacanciers. Tous venus ici pour s'y rafraîchir alors que le thermomètre affiche pas moins de 43 degrés Celsius. Caractérisée par ses 4 bassins alimentés à l'eau de mer, la grande piscine de Rabat séduit toujours davantage de visiteurs qui, de près ou de loin, en ont déjà beaucoup entendu parler en bien. C'est la toute première fois que je viens dans cette piscine. J'aime bien, il y a tellement d'activités. J'arrive d'Italie où je réside toute l'année. Je suis de retour car mon pays et ma famille m'ont beaucoup manqué. Je connaissais pas très bien Rabat et je dois dire que cette piscine est impressionnante. Pour assurer le maximum de confort et de sécurité sur cet immense espace de loisirs, pas moins de 100 maîtres nageurs sont déjà réquisitionnés pour toute cette saison estivale, ce qui rassure absolument tout le monde. La piscine est sécurisée, on peut y amener nos enfants et les laisser seuls dans l'eau car les maîtres nageurs sont sur tous les fronts. Par ailleurs, le prix d'accès est vraiment abordable pour tout le monde, ce qui est bien. L'autre possibilité qu'offre la grande piscine de Rabat, et si comme aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans les bassins, c'est d'opter pour une baignade directement à la plage. La sensation de fraîcheur n'en sera que plus grande. Il n'y a pas que les humains qui sont affectés par la vague de chaleur. Les animaux sont particulièrement sensibles à la canicule. Regardez ces images dans un zoo en Chine, où vétérinaires et soigneurs veillent à la bonne hydratation des différentes espèces. Tous les moyens sont bons pour les rafraîchir. Ventilation, brumisateurs et bains d'eau fraîche sont régulièrement prodigués pour aider les animaux à mieux supporter la chaleur. Et c'est sur ces images que nous nous quittons. Le retour de l'information est à 21h. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.